Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice, Catherine. Et je suis avec Audrey. Comment ça va? Ah! C'est la troisième fois qu'on enregistre notre introduction. La première fois, c'est parce que je disais n'importe quoi. Là, vous allez me dire, Catherine, tu dis toujours n'importe quoi. Mais là, c'était pire que d'habitude. Puis là, la deuxième fois, c'est parce que le micro d'Audrey a arrêté de fonctionner. C'est probablement les Elohim qui hantent son ordinateur. Aussi parce que c'était l'ordinateur de mon chum quand il était au cégep. Quand même une bonne raison. Et je ne suis pas une cougar, fait que je vous laisse deviner que c'est un vieil ordi. T'es peut-être une cougar. On le sait pas, faut laisser planer le doute. La moitié plus 7. Bon. La moitié plus 7. Non, je sais même pas de quoi je parlerais avec un jeune homme. Écoute, je sais pas de quoi tu parles avec ton chum maintenant. Ah! Non, c'est une joke! C'est une joke, on t'aime. OK. Je sais pas si j'avais le droit de nommer ton chum en nom, fait que je l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, on va vous parler de choses épouvantables. Mais avant ça, on va vous présenter un bon café. Yes! Pas pire? Ouais. T'as tellement la peur dans tes yeux, là, la peur que le micro arrête de nouveau pis tout. C'est correct. Namasté! Namasté, tabarnak, comme ils disent. Donc, Namasté Calis. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un café avant le cas épouvantable d'Audrey. Donc, mon café que je vous présente, je l'ai ramassé dans mon épicerie de riche de Westmount. Westmount, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, dans mon épicerie de riche de Westmount, il y avait un comptoir de dégustation d'un nouveau café qui venait juste d'arriver dans l'épicerie. Puis là, il y avait des gens qui travaillent pour la compagnie. La compagnie, c'est les Neos Brothers qui font aussi des chips et de la salsa et des sauces. Tout est biologique. Ouais, je sais, c'est très mium. Leur mission, c'est comme d'offrir des snacks qui sont comme biologiques, bons pour la santé et en même temps très savoureux. Oh! Et là, ils viennent de se lancer en café. Donc, les Neos Brothers ont lancé le Crank Coffee Company il n'y a pas très longtemps. C'est une entreprise qui est basée en Ontario, donc c'est canadien, c'est le fun. ROC, shout out. Et ils ont 5 sortes de café, 5 torréfactions différentes que je vais vous nommer quand je vais arrêter de cogner sur ma table avec mon téléphone. Pour ouvrir l'onglet de la café des Crank Brothers, Donc, ils ont 5 torréfactions différentes. Il y a le Fifth Gear, qui est un espresso. Il y a le Morning Glory, qui est un café pour le matin. Et c'est un café à torréfaction mi-noire. J'allais dire mi-moyenne, mais c'est pas ça, c'est parce que mes yeux voient pas bien. Il y a le Get Cranked à torréfaction foncée, qui est celui que moi j'ai essayé, le Crank It Up à torréfaction foncée, ainsi que le Cranky Pants à torréfaction foncée, et ils vont avoir bientôt le Decranked, qui va être décaf, ça va être génial. Et là, moi j'ai acheté la torréfaction foncée. Puis là, vous allez me dire, mon Dieu, Catherine, t'es-tu tombée sur la tête? T'aimes pas ça d'habitude, la torréfaction foncée? Effectivement, d'habitude, je trouve que ça goûte le brûlé, mais cette fois-ci, écoute, c'est tout le contraire, ça a changé ma vie. Ça dit sur le sac que ce café a des notes terreuses de réglisse noire et une finale fumée. Et c'est ça qui m'a accroché. Et c'est vrai, ça goûte la terre, ça goûte les champignons. Et moi, j'aime pas ça, les champignons. Et non, je trouve que ce café... Pantoute, mais je trouve que ce café est délicieux. C'est moi qui mange les champignons au restaurant. C'est ça! Mais je trouve que ce café est délicieux. C'est vraiment un testament sur à quel point que ce café est bon. Non, mais sérieusement, c'est vraiment un bon café. Il est très punché, il est fort, mais il n'a pas justement le petit côté âcre que le café torréfaction foncée peut avoir quand ça goûte un peu le brûlé, là. Donc, c'est vraiment un super bon café. C'est le Get Cranked de la compagnie Crank Coffee Company, C-R-A-N-K. C'est un café qui est biologique, comme leur chip et leur sauce pis tout. Et celui-là, ben, il a une mission sociale aussi. Il y a 1% des profits de la compagnie qui sont remis au Centre communautaire d'alimentation Canada. Et il y a aussi une mission, parfois une mission sociale qui est associée aux différents cafés. Attendez 2 secondes, je vais vous dire ça. Par exemple, il y en a un qui donne une partie de ses profits à une association pour les cyclistes. C'est le Morning Glory. Oui, ça supporte les memberships et les activités spéciales et les giveaways d'une compagnie qui s'appelle le Morning Glory Cycling Club. Oh. Ah!
Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est une compagnie de café qui redonne à la communauté. Qui redonne à la communauté. Et redonne du café dans ma tasse. Donc, je vous recommande le Crank Coffee Company et particulièrement le Get Cranked torréfaction foncée à goût de champignons. Non, mais c'est vraiment très bon. Voilà! Comment va le micro, Audrey? Ça fonctionne toujours. Mon stress descend pas pantoute, mais mon micro fonctionne toujours. C'est correct! On va faire ça avec le stress dans le tapis! Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler du procès de Marlène Chalfoun, cette agente correctionnelle qui s'est fait prendre à échanger des lettres avec un délinquant dangereux qui était emprisonné et un délinquant dangereux qui était en liberté. Wesh! C'était une recommandation d'une auditrice, Diane Hamilton. Merci beaucoup, Diane, pour la recommandation. On espère que tu vas aimer. Alors, mes sources pour aujourd'hui, nous avons les grands procès de Daniel Proulx, dont on parle assez souvent ici à Un peu de crime. Yay! Daniel! Pas qu'on amuse. Le podcast Ma version des faits par Isabelle Richer, qui est disponible sur la plateforme Audio. Et sinon, plusieurs articles qui ont été publiés dans la presse par Christiane Desjardins, c'est elle qui était en charge de couvrir le procès à l'époque, et des articles de Brian Miles dans Le Devoir, c'est lui qui était en charge de couvrir le procès à l'époque pour Le Devoir. Pauvres autres. Ouais. Ouais, hein? Bon. Avant de procéder, j'aimerais tout de suite vous mettre en garde, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, il va s'agir d'un épisode assez corsé, je vous dirais pas mal au même titre que les monstres du pont Jacques-Cartier. Comme d'habitude, j'irai pas dans les détails qui sont pas nécessaires, mais je tiens quand même à vous avertir. Les trigger warnings pour aujourd'hui, c'est violence sexuelle envers les femmes et des personnes mineures, de la misogynie, des féminicides, suicides et honnêtement du bon vieux slut-shaming. C'est un cocktail que je n'apprécie pas. Inquiète-toi pas, mon prochain épisode, il va être light, promis. Ok, cool, parfait, je vais me rattacher à ça pendant que je pleure. Alors, Catherine, si tu veux bien, je vais mettre un peu de crime dans ton café. Ouais, je suis prête. Puis toi, maudit micro de marde, tu fonctionnes-tu encore? Oui, alright. Ah, c'est le fun, les studios maison, n'est-ce pas? Ah boy, oh boy. Alors, partie 1. Tragédie à Sainte-Thérèse. Et là, je lève tout de suite le drapeau rouge. L'entrée en jeu va être rough, mais j'ai un petit peu pas le choix de commencer l'histoire comme ça. Le cas d'aujourd'hui en est un de destins qui se sont croisés avec des conséquences qui vont s'avérer fatales. Le 30 septembre 2002, cette histoire terrible atteint son point culminant à Sainte-Thérèse, une petite banlieue située au nord de Montréal. Il est 10 heures du matin quand on sonne à la porte d'un appartement partagé par 3 étudiantes qui fréquentent le cégep de Sainte-Thérèse. Ce matin-là, une seule de celles-ci est présente pour ouvrir la porte à un homme en costume-cravate qui prétend être un huissier à la recherche de documents légaux. La jeune femme ne comprend pas grand-chose à l'histoire de son visiteur, mais elle accepte de le laisser entrer pour qu'il passe un coup de fil à son employeur. Une fois à l'intérieur, l'homme sort un revolver de la poche de son veston et menace la jeune femme. Rapidement, il lui passe des menottes et la traîne dans la salle de bain où il l'agresse violemment. Quand il termine, l'homme tente d'étrangler sa victime, qui, à bout de souffle, perd connaissance. Elle revient finalement à elle quand son assaillant la traîne dans une chambre à coucher et la jette sur le lit. Pour s'éviter d'être à nouveau agressée, la jeune femme demeure inerte et feint d'être morte. Quelques minutes plus tard, elle est alertée par le bruit strident du détecteur de fumée et l'odeur de brûlé qui envahit l'appartement. Oh my god. Son violeur a pris la fuite après avoir mis le feu à son matelas et à sa penderie. Nue, paniquée, à bout de force mais toujours en vie, la jeune femme parvient à s'extirper des flammes et de l'appartement pour alerter des passants qui vont aussitôt se porter à son secours. Quelques heures plus tard, la jeune femme est en vie. Elle est hospitalisée et elle va parvenir à fournir aux policiers une description de son agresseur. Un portrait robot est alors diffusé dans les médias et on demande l'aide du public pour arrêter l'homme en question. Sans perdre de temps, les policiers de Sainte-Thérèse démarrent leur enquête en faisant du porte-à-porte pour interroger les voisins de la victime. Cependant, les agents de la SQ qui leur prêtent main forte ont la puce à l'oreille. Le portrait robot qu'on leur fournit ressemble à tout point
à un dangereux prédateur sexuel du nom d'Angelo Colalillo, que les policiers de Montréal ont à l'œil depuis un certain temps. Aussitôt, Colalillo est mis sous filature. Nice! Ouais, je tiens à m'excuser à la communauté italienne de Montréal. Aujourd'hui, vous serez pas super bien représentés. Ça arrive. Ça arrive à toutes les communautés, malheureusement. Ça arrive à toutes les communautés que ce soit pas leurs meilleurs éléments. 3 jours après le drame, soit le 2 octobre 2002, Angelo Colalillo est aperçu attablé au café Bocci, sur l'avenue Dollard à Ville-la-Salle, en compagnie d'une femme aux longs cheveux noirs, alors inconnue des autorités. Le lendemain, les policiers procèdent à l'arrestation de Colalillo, mais aussi à celle de la femme, parce qu'ils la soupçonnent d'être la complice du dangereux prédateur sexuel. Pourquoi tu ris? Excuse-moi, c'est juste parce qu'ils sont à Ville-la-Salle sur la rue Dollard. C'est juste ça qui m'a fait rire. Je pense que je suis pas réveillée encore. OK. Le café Bocci est encore ouvert, pour ceux qui se le demandaient. Le café Bocci? Bocci, B-O-C-C-I. Bocci. Bocci! Suite à l'arrestation... Okay, je vais arrêter de rire de la ville de la salle, excusez. Là. C'est pas une ville en plus, mais je vais arrêter de rire du quartier de la salle, excusez. Suite à l'arrestation du simili-couple, une onde de choc traverse le Québec en entier. La femme mystérieuse aperçue en compagnie d'Angelo Colalillo, c'est Marlène Chalfoun, 35 ans, employée des services correctionnels du Québec. Ah! Mais qu'est-ce qu'une employée des services correctionnels pouvait bien fabriquer en compagnie d'un dangereux prédateur sexuel, tandis que celui-ci venait tout juste d'agresser une jeune femme? Si vous pensez qu'elle le rencontrait pour le livrer à ses collègues de la police, préparez-vous à être déçus. Puis là, j'écris une blague dans mon texte. Sauf le père de Catherine, parce que je m'apprête à révéler où est le crime. Oh, quel est le crime? Bonjour, papa. Mais j'ai dit à mon père qu'on avait commencé à faire la joke de quel est le crime, puis il trouvait pas ça drôle. Ben, nous, on trouve ça drôle, mais on fait ça avec amour. Quel est le crime? Avec plein d'affection pour ton papa. Oui. Partie 2. Un ami commun. Si tout semble opposer Marlène Chalfoun, une petite fonctionnaire de l'État timide et sans histoire, et Angelo Colalillo, un prédateur sexuel sadique, c'est en procédant à une fouille chez Chalfoun que les policiers vont parvenir à établir le lien entre la femme et le violeur. Ce lien, c'est Nick Paccione, un violeur en série déclaré délinquant sexuel dangereux, emprisonné à la prison de Port-Cartier depuis les années 90. Hein? C'est où ça, Port-Cartier? Qu'est-ce que c'est ça? C'est là qu'il y a beaucoup de monde. À Port-Cartier? Ouais, c'est une prison à haute sécurité. Bon baiser de Port-de-France. Ce soir, on est à la télé. Non, c'est pas le temps de chanter la compagnie créole. Attends, je vais googler ça. Moi, je connais pas ça quand Port-Cartier. Ce soir, on va chanter. Quand le monde n'a pas aimé ça que j'ai chanté sans dire je pense pas qu'ils vont aimer ça que je chante la compagnie créole. Non. Ah, c'est sur la côte nord. OK, c'est pour ça que je connais pas ça. Alors, okay, Nick Paccione, comme Gilles Pimparé de notre épisode des monstres du pont Jacques-Cartier, c'est le genre d'individu qui nous fait regretter de nous être lancés dans l'univers du true crime. Genre de criminel qui fait que nous, les femmes, on rentre pas trop tard, on sort du métro nos clés fermement enfoncées entre nos jointures et on texte nos amis dès qu'on passe notre porte d'entrée pour que celles-ci puissent dormir sur leurs 2 oreilles. Dès son plus jeune âge, la sexualité s'est mise à dominer la vie de Nick Paccione. À l'âge de 14 ans, celui-ci a commencé à vendre ses services sexuels à des hommes plus âgés. S'il n'y a rien de mal à être travailleur du sexe quand on est majeur, l'incursion de Paccione dans le domaine sera rapidement suivie d'actes non consensuels d'exhibitionnisme et de voyeurisme. En 1990, alors qu'il est âgé de 20 ans, Paccione sera lié à 6 agressions sexuelles dans le West Island, et ses victimes, toutes des femmes, sont âgées entre 10 et 22 ans. Chaque fois, Paccione menace ses victimes avec un fusil de départ ou un couteau. Parfois, il va même jusqu'à s'introduire chez ses victimes pour les agresser. Il est finalement arrêté et envoyé à la prison de la Macasa, où on tente de lui faire subir une thérapie pour soigner ses déviances. La Macasa, c'est une prison qui a un nom beaucoup trop cute pour ce à quoi elle sert. On l'a déjà dit, ça sonne comme la Mazou. Oui. Malheureusement, selon Paccione,
Ces thérapies d'aversion dignes du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick où on le force à regarder des scènes d'agression sexuelle dans une pièce où flotte une odeur d'acétone ou de viande pourrie ne font que l'exciter encore plus. Oh! C'est pas mon kink, ça. Non. Nope. En août 1992, pendant qu'il est en libération conditionnelle, il récidive et retourne en prison pour 7 autres années. Il parvient à obtenir une nouvelle libération conditionnelle surveillée en 1997, mais il est rapidement intercepté par un policier qui l'avait à l'œil alors qu'il suivait 2 jeunes filles avec un sac en plastique à la main. Le contenu du sac, un magazine pornographique et un couteau. La police resserre sa surveillance sur Paccione, et celui-ci retourne finalement en prison quand il agresse sexuellement une de ses voisines. Oh my god. Mais comme, pourquoi n'est-il pas possible d'intervenir avant qu'il agresse du monde si on le voit stalker des gens avec un couteau? Ben, cette fois-là, il s'est fait pogner. Ouais, mais comme... Non, tu sais, il y a du monde qui sont des multirécidivistes, là, pis c'est comme... je comprends pas trop pourquoi que ça sort de prison, ce monde-là. Ben, en 2000, Paccione est déclaré délinquant dangereux, ce qui signifie que son emprisonnement sera d'une durée indéterminée et que c'est à lui de prouver qu'il est digne de retrouver sa liberté. OK. C'est quand même... Je savais pas que c'était une possibilité, là, ça. Oui. La première personne à avoir été déclarée délinquant dangereux, c'est un autre cas qu'Isabelle Richer a couvert. Puis là, son nom m'échappe vite comme ça, mais vraiment... Puis Claude Larouche, qui a tué Natacha... Son nom m'échappe aussi, je m'excuse. Ces gens-là qui ont été déclarés délinquants dangereux ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas de date de sortie fixée, ils ont des audiences où est-ce qu'ils doivent parler de leur travail sur eux-mêmes, puis c'est à un juge de déterminer s'ils ont prouvé qu'ils pouvaient sortir, puis Nick Paccione, c'est le sort qui lui incombe, donc il n'a pas de date de sortie de prison, il y a juste des dates d'audience pour demander sa libération conditionnelle, mais en tant que tel, il n'y a pas de date de sortie de prison. C'est Natacha Cournoyer. Natacha Cournoyer, c'est ça. Je l'ai googlé. Donc, Claude Larouche qui a assassiné Natacha Cournoyer a aussi été déclaré délinquant dangereux. C'est une étiquette qui se fait pas apposer si souvent que ça. Ça prend quand même justement faut être un multirécidiviste pour se la faire apposer. Mais je suis contente de savoir que ça existe. Oui, moi aussi. Ça nous permet de dormir un petit peu plus sur nos 2 oreilles, mettons. Au cours du procès, au terme duquel on va lui apposer l'étiquette de délinquant dangereux, un psychiatre va déclarer que Paccione est sans doute le criminel le plus dangereux qu'il a eu à examiner parmi les 400 criminels qu'il a évalués au cours de sa carrière. Le psychiatre va aussi critiquer la thérapie d'aversion que Paccione a suivie pendant son emprisonnement à la Macasa et affirme que selon lui, Paccione est maintenant encore plus dangereux qu'avant son arrivée à la Macasa. Ben voyons, la Macasa, get your shit together, est-ce que... Je sais pas si on fait encore de la thérapie d'aversion, s'il y a des gens qui travaillent en milieu carcéral. Écrivez-nous pour nous le dire, ça nous intéresse. En plus d'avoir exacerbé ses désirs de violence, c'est à l'établissement de la Macasa que Paccione va faire la rencontre, en 1997, de Angelo Colalio, un autre dangereux délinquant sexuel. Celui-ci avait d'abord été arrêté pour voie de fait, après avoir attaqué 3 travailleuses du sexe avec un marteau, et avait à nouveau été arrêté après avoir récidivé en commettant une agression sexuelle armée. Rapidement, les 2 hommes se lient d'amitié grâce à leur passion partagée pour vraiment pas le tricot puis la pâtisserie, mettons. Ben voyons donc. Le problème, c'est qu'en 1998, contrairement à Paccione, Colalio va retrouver sa liberté. Avec Colalio libre, Paccione peut vivre ses désirs par procuration. Il y a une correspondance déviante qui aurait fait rougir le marquis de Sade. Partie 3. Les liaisons très dangereuses. Wesh! JMG de la On est à la... 2.0. Ben, c'était un roman épistolaire. Oui! Non, je sais, c'était très... It was a clever reference, madame. Merci. On est à la mi-août 2002. Nick Paccione, déclaré délinquant dangereux depuis maintenant 2 ans, est maintenant enfermé à la prison de Port-Cartier. Un agent de sécurité préventive procède à une vérification de routine et ouvre une lettre adressée à Paccione. Dans l'enveloppe, en plus d'un texte manuscrit, l'agent trouve une photo d'une enfant nue. Oh! La distribution de telles images étant prohibée à l'intérieur d'un établissement carcéral et en général, on va s'entendre,
on procède à une saisie sur l'ensemble du courrier de Paccione. Toutes les lettres entrantes et sortantes sont photocopiées et envoyées à la SQ qui ouvre une enquête. Mais là, pourquoi c'était pas fait à la base, ça? De checker le courrier du monde? Ben, ils checkent toujours le courrier. Ben là... Justement, pour être sûr qu'il n'y a pas ça. Ah ben c'est ça! Mais je pense qu'ils lisent pas les lettres en tant que telles, peut-être plus pour vérifier justement qu'il n'y a pas de la contrebande. Mais ils devraient peut-être lire les lettres en tant que telles, non? Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des établissements carcéraux qui nous écoutent. Si vous voulez nous en parler, vous pouvez le faire. C'est peut-être trop une opinion fasciste, mon affaire, mais il me semble que comme... que ta correspondance soit privée quand t'es en prison, je suis moyennement down avec ça. Bon. Les policiers vont surtout s'intéresser à un correspondant de Nick Paccione, qui se faisait appeler Frank, et qui racontait aux détenus ses divers projets d'agression sexuelle qu'il comptait entreprendre maintenant qu'il était libre. Puis là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que Frank, c'était Angelo Colalio. Très bon pseudonyme, Angelo Colalio. Frank! Frank! Alors, le contenu des lettres saisies par les autorités de Port-Cartier vont permettre de le lier au meurtre de Jessica Grimard, une jeune fille de 14 ans que Colalio avait violée et tuée dans un boisé à proximité de la résidence familiale. C'est le père de Jessica qui a fait la sombre découverte du corps de sa fille le 7 mai 2002. Les lettres vont également jeter une nouvelle lumière sur la mort de 2 autres femmes. Kristen Speech, une jeune fille âgée d'à peine 12 ans que l'on croyait morte en 1993 suite à un incendie du domicile familial à Rivière-des-Prairies. Les autorités avaient d'abord attribué la cause de l'incendie à un problème électrique, mais les lettres de Colalio révélaient une toute autre histoire. C'est-à-dire qu'après avoir passé une nuit blanche à travailler sur un projet scolaire, Kristen Speech avait obtenu la permission de ses parents de rester à la maison pour se reposer, un matin du mois de février. 9 ans plus tard, dans une lettre rédigée par Colalio à l'intention de Paccione, il révélait qu'il avait suivi la petite Speech pendant plusieurs semaines quand elle revenait de l'école, et que, la voyant seule à la maison, il est entré par effraction dans le domicile. Il l'a agressée avant de la poignarder et de mettre le feu pour couvrir les traces de son crime. Regarde, c'est pour ça que je dis qu'on devrait peut-être lire les lettres qui sont adressées aux prisonniers. Ouais, je suis d'accord. C'est le même sort qu'a connu Annalisa Cefali, une jeune femme de 20 ans, également décédée dans un incendie à Rivière-des-Prairies la même année. Cette fois-ci, les autorités avaient révélé que quelqu'un avait volontairement incendié la maison des Cefali et ont déterminé que la jeune femme s'était suicidée en mettant le feu à la résidence familiale. Quoi? Ce qui est comme pas vraiment quelque chose qui arrive souvent. Me semble que c'est pas une manière efficace de te suicider, ça. Non, en tout cas, c'est... OK, la police, you do you, mais comme, je suis un peu dubitative, là, mettons. Big if true. Vraiment big if true. Hey, voir que j'ai manqué une chance de dire big if true. Les lettres de Colalio ont toutefois révélé à la police que celui-ci était une connaissance du frère aîné d'Annalisa Cefali, puisque tous les deux étaient musiciens. Le jour de sa mort, Annalisa Cefali devait aller à la rencontre de Colalio, qui lui avait offert un emploi de secrétaire au studio où lui-même travaillait. Les policiers découvrent cependant autre chose que la cause réelle derrière les morts suspectes de Jessica Grimard, Kristen Speech et Annalisa Cefali. Une troisième personne participait aux échanges écrits entre Colalio et Paccione. Cette personne, vraisemblablement une femme, signait ses lettres du nom de Lisa et racontait ses aventures sexuelles à Paccione. De simples récits érotiques destinés à exciter un homme qui croupissait au fond d'une cellule, les lettres prenaient une tournure de plus en plus sombre, et à un certain point, Lisa se mettait à décrire à Paccione comment celui-ci pourrait s'introduire chez une femme qu'elle connaissait et détestait pour la violer et la torturer. Dans ses lettres, Lisa mentionnait également que cette femme avait une jeune fille, à qui Paccione pourrait faire connaître le même sort, et un petit garçon de 2 ans. Non! Mais, écoute, là, ton affaire, un simple récit érotique pour exciter un... Non, qui s'excite avec les pensées dans sa tête, là? Voyons donc!
Arc! Ok, je suis révoltée. Utilise ton imagination, monsieur, là. J'ai tellement... Ça me fait penser à tellement d'autres cas de crimes. Puis là, depuis le début, je me retiens de comme... T'arrêter à toutes les 2 secondes pour dire « Hey, ça, c'est comme telle affaire! » Mais, ouais. Oh! Mais fais-le, les gens aiment ça. Oui, je sais que les gens aiment ça. Mais premièrement, là, ton affaire de... Est-ce que t'as commencé à écouter un des nouveaux podcasts qui vient de sortir, que tout le monde capote dessus? The Coldest Case in Laramie. J'ai tellement bien dit. Non? Non. C'est sur un crime qui a eu lieu à Laramie, dans le Wyoming, dans les années 80. Puis justement, c'est ça, c'est une jeune fille qui s'est faite comme tuer, puis pour dissimuler ses traces, le gars qui l'a tué a mis le feu à son appartement. Ça me fait penser à ça, j'avais pas entendu ça souvent, mais ouais. C'est ça, The Coldest Case in Laramie. C'était le MO d'Angelo Colalio, puis on je suis dirait. un petit peu comme... Je side-eye un petit peu la police de Rivière-des-Prairies, que c'est arrivé 2 fois à un très court intervalle à Rivière-des-Prairies, puis il était comme « Oh! C'est une gang de pyromanes, hein, Rivière-des-Prairies! » Mais non, mais la première fois, il pensait que c'était un feu électrique, parce que c'est ça, j'ai écouté un autre podcast il y a pas longtemps, là, je pense que c'était un épisode de Let's Go to Court, où il parlait d'un incendie qu'il y avait eu, que la police, pendant longtemps, pensait que c'était un père de famille qui avait mis le feu à sa maison pour tuer sa famille, mais en fait que c'était vraiment un problème électrique. Fait qu'apparemment, l'analyse des patterns d'incendie, tu sais, sur les tapis ou ces affaires-là, c'est pas une science infaillible, mettons. Puis dans les années comme 90, on n'avait pas les mêmes moyens pour comprendre comme les patterns de feu et tout qu'on a aujourd'hui. Fait que je pense, ça, là, je leur donnerais le bénéfice du doute à la police de Rivière-des-Prairies. C'est possible qu'ils aient conclu à un incendie d'origine naturelle quand c'en était pas un, mettons. Ok, c'est correct. Ouais. Mais l'autre affaire à laquelle j'avais pensé, c'est est-ce que tu vas entrer dans la question des les crimes de pensée? Oui. Oui, tu vas entrer là-dedans? On va pouvoir en parler tant. Mais je vais pas entrer parce que mon texte est un peu long. Ouais. Mais tantôt, quand on va rentrer dans le procès, gêne-toi pas pour me couper parce que, comme je te dis, mon texte était long puis je me suis dit que j'allais te laisser le leeway de le faire si vous voulez. Ben, c'est correct, mais c'est parce que ça me fait penser à l'histoire du Cannibal Cop. Ouais. Ouais, ok, c'est ça, parfait. Ben, je vais chercher son nom pour pouvoir le nommer tantôt. Ok, continue, go. D'accord. Alors, incapable de sortir de sa cellule pour passer à l'acte, Nick Paccione aurait mis Lisa en contact avec Colalio, qui lui était en liberté et à la recherche de nouvelles victimes. Afin de prouver à Lisa que Colalio était l'homme qu'il lui fallait, Paccione lui avait fait parvenir la lettre où Frank, c'est-à-dire Colalio, décrivait en détail avec un plaisir sadique l'agression suivie du meurtre de la petite Kristen Speech. Si Lisa se montre d'abord choquée par le contenu de la lettre et questionne Paccione quant à la véracité du récit et va même jusqu'à menacer de remettre le tout à la police, elle finit par s'adoucir et questionne son correspondant sur l'identité de Frank. Elle souhaite le rencontrer, voir s'il est vraiment celui qu'il prétend. Lisa se dit fascinée par Paul Bernardo et elle souhaite rencontrer Frank pour potentiellement devenir sa Carla Homolka. Mais là, attends, comment qu'elle a rencontré Lisa, entre guillemets? Comment qu'elle a rencontré Nick Paccione? Je vais le dire tantôt. Ah, ok, excusez, je me demandais comme d'où avait commencé leur Calespanes. Ça va y arriver dans le procès, inquiète-toi pas. Ah, d'accord. Heureusement, le complot pour agression sexuelle n'aura jamais lieu, et l'arrestation de Colalio, le 2 octobre 2002, va permettre de révéler l'identité de la troisième correspondante. Lisa, c'est le nom de plume de Marlène Chalfoun, l'agente correctionnelle qui a été arrêtée avec Angelo Colalio. Yark! Partie 4. On peut plus rien dire. Oh boy! Le 3 octobre au soir, la police se présente au condo de Marlène Chalfoun pour la placer en état d'arrestation. La femme de 35 ans supplie les policiers de ne pas l'arrêter. Elle jure qu'elle va collaborer à l'enquête, mais leur explique que si elle est arrêtée et détenue, elle va perdre son emploi. Quelque chose auquel t'aurais dû réfléchir avant, madame, whatever. Ben là! Malgré les protestations de Chalfoun, celle-ci va être arrêtée et faire face à 2 chefs d'accusation, soit complicité dans l'affaire de l'agression sexuelle de Sainte-Thérèse et complot dans le but de faire violer et torturer une femme de son entourage. Aussitôt, les avocats de Chalfoun se mettent à l'ouvrage pour que leur cliente bénéficie d'une remise en liberté, arguant que celle-ci ne représente pas un danger pour la société. Ils témoignent de la bonne réputation de Chalfoun, que celle-ci est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en criminologie. Ok. Ça doesn't make her a good person. Nope. Je suis désolée. Mais ça fait surtout d'elle une personne qui should have known better. Ah ouais, peut-être un peu, hein. Et
qui mène une petite vie paisible, qui a un emploi stable, qui est propriétaire d'un condo et d'un petit chien qu'elle adore. OK, mais non. OK. C'est très anecdotique. Non, j'ai un chien, vous pouvez pas m'arrêter. Oh, sorry, vous avez raison. Des voisins et collègues de Chalfun iront même témoigner en sa faveur, affirmant qu'il s'agit d'une femme tranquille et appréciée par son entourage. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire! Tu sais, comme on utilise toujours comme raccourci, il y avait des amis, Hitler! Ouais. Mais c'est ça veut rien dire, pour vrai, voyons donc! Il était tellement un gentil monsieur jusqu'à ce qu'il tranche la gorge de tous ses enfants. Ah, absolument, absolument. Il était fin, il était de Bundy, sauf le fait qu'il avait agressé puis tué plein de monde. Mais, le 16 octobre 2002, la juge Juanita Westmoreland Traoré... Tabarnouche! What a name! Oh, oh, oh! Je voulais le dire. Okay. Alors, la juge va trancher que Marlène Chalfun doit demeurer en prison en attente de son procès. Elle estime que Chalfun a fait preuve d'un manque de jugement flagrant, je suis d'accord à 2000%, en entrant en contact avec un délinquant dangereux, ce qui allait également contre l'éthique de son emploi à titre d'agente de service correctionnel. La juge estime qu'il en va de la sécurité des victimes de Colalio et du public en général que Chalfun demeure emprisonné pour le reste des procédures judiciaires. Cependant, petite victoire pour les avocats de Chalfun, les chefs d'accusation de complicité pour l'agression de la jeune femme de Sainte-Thérèse seront abandonnés pour manque de preuves. Puisque les seules preuves qui pesaient contre elle étaient des bribes de conversation entendues au café Bachi par un policier qui filait Colalio, puis au fil de cette conversation, Chalfun aurait averti Colalio que son portrait circulait dans les médias et qu'il devrait fuir le pays le temps que les choses se calment. Mais malgré qu'elle était peu reluisante, cette conversation, elle n'était pas admissible en cour et on n'a pas d'autre choix que d'abandonner le chef. Il va falloir attendre près d'1 an avant que Marlène Chalfun ne subisse son procès. Dès le début des procédures, les avocats de Chalfun vont tenter de faire tomber les accusations, tout en faisant une requête pour que la correspondance de Chalfun, Paccione et Colalio soit marquée d'une ordonnance de non-publication. Ces lettres, une vingtaine au total, formaient l'entièreté de la preuve qui pesait contre Chalfun. Puisque la preuve est habituellement publique, les médias vont contester cette ordonnance de non-publication pour que soit révélé le contenu des lettres. Spill the tea on tea! We want the tea! The disgusting tea! Entre-temps, le procès va s'entamer le 5 mai 2003, avec des témoignages livrés par le père et l'oncle de Chalfun. Ceux-ci parlent de l'héritage laissé par leur mère récemment décédée, donc la grand-mère de Marlène Chalfun, et d'un imbroglio quant aux différentes sommes d'argent allouées aux membres de la famille. Cette histoire d'héritage était probablement à l'origine du ressentiment que Chalfun éprouvait à l'égard de la femme qu'elle souhaitait voir violée par Colalio. C'était sa cousine. Quoi? Mais... Oh mon Dieu, que ça n'a pas rapport. OK. Oh, Jesus freaking Christ. Ça va être awkward le prochain spin de Noël. Comme ça, tu voulais que je me fasse violer, toi, là? Moi pis ma fille. Pis mon bébé. Ben voyons donc. Mais c'est quoi? C'est quoi la style de rapport? C'est une chicane pour un héritage. Oui, mais je veux dire, s'il y a une chicane pour un héritage, pourquoi tu vas pas hire un cambrioleur pour aller voler de l'argent? Ça aurait plus rapport. Va contester en cour. Va chercher un avocat. C'est quoi la style de rapport? Madame. OK. Excusez, je suis fâchée. Mais c'est comme l'excellente série britannique Happy Valley. Mon patron a pas voulu me donner une augmentation, fait que je vais faire kidnapper sa fille. Oui, c'est ça. What could go wrong? Beaucoup de choses. Et puis... Allez regarder Happy Valley. Bon. C'est vraiment bon. Et puis... Oui. It's not happy. Et puis là, coup de théâtre. Une fois les témoignages livrés, la couronne et la défense vont déposer une ordonnance de non-publication conjointe au sujet des lettres de Chalfun. Dans le podcast d'Isabelle Richer au sujet de l'affaire, on apprend que la couronne qui demande à ce que sa preuve ne soit pas rendue publique, c'est très inhabituel. Ouais, c'est ça. ¿Por qué? Comme dirait Je vais l'expliquer. On apprend donc que les deux parties s'entendent pour limiter le caractère public du procès,
Ce qui, selon Brian Miles du Devoir, s'attaque par le fait même à un principe essentiel pour la saine administration de la justice. Il ne s'agit pas ici d'une curiosité malsaine quant au contenu des lettres. Bien au contraire, le droit à un procès public est clairement inscrit dans la Charte des droits et libertés. Donc... Ouais, c'est comme l'affaire du procès secret là, de l'année passée qui a tellement fait jaser, là, ouais. C'est que les journalistes sont techniquement nos yeux puis nos oreilles de ce qui se passe dans les procès. On a le droit de savoir, nous, pourquoi une personne est accusée. Comme Brian Adams du Devoir. Exactement. Brian Miles. De leur côté... J'aimerais plus qu'il s'appelle Brian Adams. Donc, les avocats... Ça manque de légèreté, ce cas! Je sais. Oui. Les avocats, tant de la couronne que de la défense, affirment que le contenu des lettres touche directement à la vie privée de l'accusé, à son jardin secret, et ne sont pas d'intérêt public. Oui, mais là, mange la chenaille! Voyons donc. Les avocats iront par ailleurs même jusqu'à demander à la juge président au procès, l'honorable Micheline Corbeil-Laramée, de ne procéder à la lecture de ces lettres que dans son bureau et non pas en salle d'audience. Ben non, dans son bureau avec des lumières tamisées. Ah, ben les petites chandelles. Mais tu peux redact, là. Tu peux ôter les noms ou, tu sais. Je veux dire, il est... Où est le crime, comme dirait mon père? Il est là, le crime. Il faut qu'on ait accès à ça. Si on cache toutes les lettres, on va parler de quoi, là? Ouais! De la fois qu'elle a oublié de sortir ses vidanges, je sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, pour contester l'ordonnance de non-publication, les médias, parmi eux Le Devoir et la presse, vont s'allier pour faire appel à Maître Blanchard, un spécialiste en droit des médias qui s'oppose à la requête en faisant valoir que la liberté de presse n'est pas un mal nécessaire, mais un droit fondamental reconnu par la Cour suprême. Selon lui, une telle entente risque de mener à un procès en huis clos, ce qui est inacceptable. Ouais! Bravo, M. Blanchard! Yes, sir! Finalement, la Cour d'appel tranche en faveur des médias. Plus rien ne pourra empêcher le public de voir ces fameuses lettres que Chalfoun avait échangées avec Paccione. Non, rien de rien. Dans ma version des faits, Isabelle Richer parle des lettres de Colalio comme d'une abomination, et qu'il aura fallu plusieurs années pour arriver à les chasser de son esprit. Je vous laisse donc deviner que je ne vais pas les citer. Cool! Anyway, je les ai pas trouvés, puis je les ai pas cherchés. Ah, ben t'as bien fait, oui. Mais oubliez pas que dans la vie, il y a des choses qu'on peut voir, mais qu'on veut pas nécessairement voir. C'est correct, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, vous connaissez votre seuil d'acceptabilité, mais tu sais, comme moi, le film Les 120 jours de Sodome, j'aurais été bien contente de pas le voir. Moi, je l'ai jamais vu. Oh, tu peux t'en passer. C'est correct. L'expression manger de la marde devient infiniment moins comique quand t'as vu ce film-là. C'est pour ça qu'on dit manger de la chenaille ici. Voilà. Voilà. Un autre obstacle va cependant se mettre en travers des médias. Les avocats d'Angelo Colalio veulent faire interdire la publication de toute lettre qui révélerait l'identité de leur client. Selon eux, puisque le procès de Colalio aurait lieu après celui de Chalfoun, si ton identité devait être révélée avant que celui-ci ne soit entamé, alors il ne pourrait avoir droit à un procès juste et équitable, puisqu'il serait jugé en fonction de l'image que l'on ferait de lui au cours du procès de Chalfoun. Ben ça, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est vrai, par contre. Oui, ça, je trouve que c'est un meilleur argument, effectivement. Mais encore une fois, un Sharpie noir, là, it goes a long way. Ben écoute, on va arranger ça assez facilement. On va tout simplement continuer de référer à lui comme étant le fameux Frank. Ah, c'est simple, finalement. Voilà, mais moi, pour pas vous mélanger, chers auditoristes, je vais l'appeler Colalio parce que le procès est terminé de toute façon, fait qu'il n'y a plus d'identité à protéger. Le procès est terminé? Oui, ça fait 20 ans, tu fais juste si le procès était pas terminé! Ben, celui de Sinor, il a duré quasiment ça. Oui, effectivement. Oh, ça sera décourageant. Partie 5. Entre fantasme et réalité. Le débat sur la publication des lettres terminé. Le procès de Chalfoun peut reprendre le 9 mai 2003. Celui-ci est présidé par la juge Micheline Corbeil-Laramée. Ah. Au cours du procès... Qu'est-ce qui est arrivé à Juanita Chose, là? Ouais, c'était juste l'enquête préliminaire. Ah, d'accord. Elle avait un beau nom. Oui. Au cours du procès, on apprend que Chalfoun échangeait des lettres avec Paccione depuis près de 7 ans. Elle l'avait connu par l'entremise d'une annonce qu'elle avait fait passer dans le journal pour rencontrer des hommes.
Paccione était friand de ce type de correspondance. Enfermé à Port-Cartier, c'était sa manière de laisser libre cours à ses fantasmes. Au fil de leurs échanges, Chalfun et Paccione se racontaient des récits de plus en plus scabreux, qui mettaient en vedette des personnages supposément fictifs dans des scénarios érotiques où la violence était très présente et le consentement inexistant. Entrecoupé de scènes banales tirées de sa vie quotidienne, comme son manque d'argent, sa haine pour son père, Chalfun raconte à Paccione ses expériences avec divers amants. I love sex, écrit-elle à plusieurs reprises, et va même jusqu'à se décrire comme une putain. Parallèlement, Chalfun cherche à aider Paccione. Elle l'encourage, lui donne des conseils pour qu'il obtienne un jour sa libération, lui recommande des avocats. Donc, on comprend qu'elle était au courant qu'il était en prison, là. Les récits vont... Ben oui, mais ça doit. Je veux dire, si elle y écrivait, elle devait adresser ses lettres au service correctionnel. Oh, il habite en prison, c'est ton même original. La crise du logement. Ah, c'est... Ben, c'est ça. It's going too far, la crise du logement. Les récits prennent toutefois une toute autre tournure quand Chalfun parle d'une femme de son entourage qu'elle déteste, à qui elle a attribué le sobriquet de « that bitch », et d'un projet d'agression sexuelle clé en main que Paccione pourrait commettre sur cette femme ainsi que ses 2 enfants. Elle se désole cependant que son correspondant soit enfermé et qu'il ne pourra pas passer à l'action. Mais Paccione est allumé par le projet de Chalfun. Dans une nouvelle lettre, il répond qu'il connaît quelqu'un qui pourrait se charger de ce boulot pour elle. Un homme qu'il décrit comme étant un bon ami, un frère. Il envoie, jointe à sa propre lettre, la lettre où Colalio décrit en détail l'agression suivie du meurtre de Jessica Grimard. Loin d'être dégoûtée, Chalfun éprouve de la fascination pour l'auteur de la lettre. Elle demande à Paccione plus de détails sur ce nouveau correspondant. Elle veut savoir s'il est vraiment qui il prétend être, et elle va demander à Paccione où Frank travaille pour qu'elle puisse aller le voir pour « feel the vibe ». Bad vibes only. Dans les jours suivants, Chalfun se rend au magasin de cellulaire où Colalio travaille et se fait passer pour une cliente. Dans une nouvelle lettre adressée à Paccione, elle l'informe qu'elle accepte que Frank prenne part à son projet d'agression. Elles se mettent à élaborer un scénario qui permettrait à Colalio d'entrer chez la femme. Elle dit qu'il pourrait se présenter chez elle en se faisant passer pour un parent éloigné, récemment revenu d'Italie pour la visiter. Qu'il devrait avoir en main un gros bouquet de fleurs et l'embrasser dès qu'elle ouvrirait la porte. Question de faire un gros show. Puis maintenant, les gens ils demandent pourquoi les millennials et les Gen Z, on n'ouvre pas la porte. Quand on n'attend pas de visite. Je trouve ça épouvantable. Je sais, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, comme, hier, il y a 2 soirs. Moi et mon chum, on a passé un gros 30 secondes à se dévisager avec des gros yeux. Qu'est-ce qui se passe? T'avais-tu commandé de la bouffe? C'était le monsieur... Non, c'était le monsieur sans-abri qui ramasse ses canettes. Il est tout le temps sonné chez nous, on l'avait oublié, monsieur Canette. Bon, c'est ça, c'est pas un plot pour nous agresser, puis nous kidnapper, puis tout ça. Puis, les détails se font plus lugubres. Tu diras à Frank de faire un travail constructif chez Redacted? Mais je trouve déjà que c'était lugubre, là. À tel endroit, à l'ouest de l'île. Sa fille a 12 ans, son ami 16-18. Tu veux de jeunes ordures blanches, tu en auras 3. Oh! Je suis comme contente que tu rentres pas plus de détails que ça, parce que j'ai déjà le cœur qui lève. Je vais faire un gros raccourci aussi. Elle décrit ensuite comment Colalio pourrait s'y prendre pour brutaliser les femmes et conclut en disant « Il lui fera des choses comme Jack l'Éventreur ». Elle mentionne également que la femme a un petit garçon de 2 ans. Paccione ne perd pas de temps. Après avoir reçu cette lettre, il écrit à Colalio, l'informant que Lisa requiert ses services pour un projet d'invasion à domicile. Dans sa réponse, Colalio répond qu'il se chargera avec plaisir de ce projet et qu'il compte Tabarnak! Et qu'il compte même s'occuper du petit garçon en bonus. Oh non! Il dit même à Paccione que Chalfun pourra se délecter de son crime en lisant les journaux le lendemain. Paccione transmet alors une lettre de Colalio à Chalfun, où celui-ci lui demande de lui procurer un fusil de départ afin qu'il puisse commettre l'agression. Colalio lui explique qu'elle ne devrait pas avoir de mal à trouver cet item, puisqu'elle travaille pour le gouvernement.
Chalfun refuse, seulement parce qu'elle a une autre idée. Toujours par l'entremise de Pachone. Chalfun propose qu'elle et Colalio se rendent sur une réserve, déguisée en hippie, afin de se procurer le fameux pistolet de départ. Elle demande toutefois à Pachone de ne surtout pas révéler son vrai nom à Colalio. Elle demande à ce qu'il l'appelle Lisa. Frankie et Lisa, c'est mignon, non? Écrit-elle à son correspondant. En passant, non, je comprends pas le plan d'aller sur une réserve déguisée en hippie, là, ça me... Posez-moi pas de questions là-dessus. Moi, je comprends rien, puis je suis au bord des larmes, là, présentement. Non! OK. À un certain point de la correspondance, Chalfun écrit en panique à Pachone. Elle a lu un article concernant un prédateur sexuel qui venait d'être arrêté, et elle craint qu'il ne s'agisse de Colalio. Mais Pachone la rassure. Il lui confirme que Colalio viole des femmes, mais qu'il n'a pas été arrêté. Il va même jusqu'à lui raconter que lors de sa plus récente tentative d'agression, la victime a réussi à s'enfuir, mais a laissé son sac à main dans la voiture de Colalio. Non, inquiète-toi pas, oui, c'est un crotté, mais non, il est pas en prison, yay! Thumbs up! Tout le monde est content. Non, tout le monde n'est pas content. Non, personne n'est content. Non, personne n'est content. Les lettres permettent également d'apprendre que Chalfun a fréquenté la famille de Pachone. Lorsqu'elle lui écrit « J'ai eu du bon temps avec ta mère, je crois qu'elle m'aimerait comme Bru. Elle trouve qu'on est pareils, toi et moi. » Et Pachone se délectait de chaque rapprochement avec Chalfun. Dans sa correspondance avec Colalio, il dit se régaler de la transformation de Chalfun d'une innocente jeune femme en petite déviante perverse. Non. Non. Les deux hommes se réjouissent à l'idée qu'une femme se joigne à eux et qu'ils pourraient se servir d'elle pour se procurer de nouvelles victimes. Non. Comme Carla Homolka, Ghislaine Maxwell. Mm-hmm. Pour les avocats de Chalfun, les lettres échangées entre leurs clientes, Pachone et Colalio, ne sont que des mots, rien que des mots. Ou pour citer Dalila, des paroles, des paroles, des paroles. Selon eux, quand Chalfun discutait de son plan de faire agresser une femme de son entourage, il ne s'agissait que d'un fantasme. Ces lettres ne sont pas fiables. Ces gens-là ont des fantasmes particuliers. Ils sont dans leur petite bulle de fantaisie. Ils ont peut-être autre chose en tête quand ils écrivent. Non. Maître Jean-Marie Tremblay conclut. Non. Donc, que sa cliente n'a commis aucun crime, et que si la couronne prétend le contraire, qu'il aimerait bien voir, et je cite, le bon de commande de ces crimes. Vous l'avez entre les mains, chose. Exactement. C'est ce que va dire l'avocat de la couronne, maître Miville Deschênes, qui va rétorquer qu'en lisant des passages des lettres de Chalfun où celle-ci invitait Colalio à faire la femme qu'elle détestait, qu'il s'agit là du bon de commande en question. La couronne souligne également que Chalfun savait que Colalio était parfaitement capable de passer à l'acte au moment où elle a rédigé la lettre, puisqu'elle avait lu celle où Colalio racontait avec ample détail le meurtre et l'agression d'une jeune adolescente. Oui. Puis elle savait que Pachone est en prison pour pas avoir oublié de payer un ticket de parking. Je suis tellement fâchée. Je suis tellement fâchée contre tous ces avocats. Non, juste l'avocat de la défense, pas l'avocat de la couronne. Il est correct. Non, mais c'est ça. C'est pas la même affaire. C'est là que je peux parler de la tante police. Des tantes crimes. Bientôt, je vais mentionner crime de pensée. Oui, vas-y, OK. Tu vas faire mon pétage. Mais Maître Tremblay... Oui. Inquiète-toi pas. Le Maître Tremblay refuse cet argument de la couronne. Selon lui, il ne s'agit là que d'une interprétation. Non. Il déplore aussi qu'à cause des articles écrits par les méchants journalistes, Marlène Chalfun est persécutée en prison. Non plus. Moi, je suis comme... Non, habituellement, comme les policiers, les agents correctionnels et les gens qui travaillent à garder des gens en prison, ils ont un hard time en prison. En plus du monde qui agresse des gens. Fait que si t'as essayé d'inciter quelqu'un à agresser du monde, ça se peut que t'aies un hard time en prison. Y compris des mineurs. Ouais. Le lendemain en cours, on examine une lettre où Chalfun déclare vouloir assister à l'agression et à la torture de la femme, mais vouloir quitter avant que Colalio ne la tue. Cette fois-ci, le deuxième avocat de Chalfun, maître Charles Monpetit,
va prétendre qu'il ne s'agissait là que d'un jeu d'esprit. Je le cite. « Les lettres, ce ne sont pas des contrats notariés, ce n'est que de la correspondance. » Et il va même aller jusqu'à comparer la relation épistolaire qu'entretenaient Chalfun, Paccione et Colalio aux écrits lubriques de Charles Bukowski ou aux récits d'horreur de Stephen King. Merci, non merci. Non, parce que c'était des personnages fictifs. Le 17 juillet 2003, le procès est interrompu parce que c'est le temps des vacances. Okay. Le 28 août, on est de retour en cours pour un nouveau coup de théâtre. Cette fois-ci, la défense plaide pour que le procès soit arrêté, parce que selon les avocats de Chalfun, celui-ci n'a tout simplement pas lieu d'être. Pour Maître Tremblay, le crime dont sa cliente est accusée est un crime imaginaire et soutient que le lien qui unissait Chalfun à Paccione était différent de celui qui unissait Paccione à Colalio. Oui, mais non. Selon lui, Chalfun se sentait en compétition avec Colalio et n'avait plus le choix d'épicer ses récits afin de retenir l'attention de son correspondant. Non. Chalfun désirait aussi encourager Paccione à vivre ses désirs sexuels grâce à ses écrits et lui disait qu'un jour, il pourrait vendre ses scénarios à Hollywood, comme le Marquis de Sade, qui a vendu beaucoup de scénarios à Hollywood, le Marquis de Sade. Que de connaissances générales, Marlène Chalfun, si bol. Mais non, cette histoire-là, ça me fait penser à Jack Unterweger, le tueur en série autrichien qui a écrit des romans pendant qu'il était enfermé puis qui disait qu'il passait sa violence dans ses romans, mais dès qu'il a été relâché, il a tué une travailleuse du sexe à Los Angeles. Ah, ben qu'un. Ou le condamné à mort que Norman Mailer avait aidé à sortir parce qu'il y avait donc du talent d'écrivain, puis la seconde qui est sortie, il a assassiné un serveur qui avait fait une erreur dans sa commande au restaurant. Ah, si bol. OK. Non. Puis aussi, madame, t'étais agente correctionnelle, là, pas psychiatre. Quelle autorité t'as là, de faire ces exercices-là à Paccione, là? C'est pas des crimes imaginaires. C'est pas pas dans ton lane, madame. Alors, la demande est rejetée et le procès se poursuit. Le 6 septembre 2003, Marlène Chalfun est appelée par ses avocats à témoigner. Le visage caché derrière ses longs cheveux noirs, la femme, maintenant âgée de 36 ans, admet avoir développé une attirance sexuelle pour les bad boys dès la fin de son adolescente alors qu'elle côtoyait des proxénètes. Non. Pour elle, le sexe était la seule et unique manière par laquelle elle parvenait à avoir de l'attention de la part des hommes. Chalfun admet également avoir été travailleuse du sexe pour des hommes plus vieux et fortunés qui lui faisaient des cadeaux somptueux et lui prodiguaient de l'argent. Elle était un sugar baby? Un bébé sucre? Ce qui est pas mal en tant que tel. Non. Elle tient également à présenter ses excuses à sa victime potentielle, affirmant qu'elle n'a jamais vraiment voulu que celle-ci ne se fasse agresser. J'ai quand même l'impression que le prochain souper de Noël va être awkward. Elle se décrit comme une femme compatissante et tolérante, désintéressée par les possessions matérielles. Elle se dit également très réservée sur le plan sexuel. Hey, je me retiens de faire des commentaires, mon Dieu! Ben, vas-y, il y a un camion dans ma rue. Oui, c'est vrai, j'entends ça. Je me demandais c'était quoi le bruit. Oh my God, mais là, je veux dire, toute son affaire... je trouve qu'il y a absolument rien dans tout ce qu'elle a dit qui justifie ce qui s'est passé. Puis, excuse-moi, là, la sexualité est la seule manière dont j'ai de l'attention de la part des hommes. That sounds like a you problem, puis tu devrais peut-être pas faire des plots pour faire agresser les gens à cause de ça. C'est ça, là. C'est pas parce que tu réussis pas à avoir du poon satisfaisant que tu dois faire violer du monde, là. Qu'est-ce que c'est ça, ce raccourci de pensée bizarre-là, là? Non. Oh, Et lorsqu'elle en vient à justifier le contenu de ses lettres, Chalfun se confond en explications pour convaincre la cour qu'elle n'écrivait que des fantasmes, rien de plus. Oui, mais non. Quand elle écrivait, elle n'avait qu'un but, exciter Paccione. Arc! Mais pour exciter Paccione,
il fallait plus que du sexe dentelle. Ça prenait de la violence, de la torture, des victimes et des détails. Beaucoup de détails. Ainsi, le plan pour faire agresser sa cousine n'était qu'une histoire destinée à attiser l'imagination de Paccione. Et les détails qu'elle lui a fournis contribuaient à l'excitation de son correspondant. Non, je suis pas d'accord! Elle justifie le niveau de violence de ses récits en expliquant que quand Paccione lui a transmis la lettre de Colalio, où celui-ci décrivait l'agression et le meurtre d'une jeune adolescente, que c'était sa manière de lui dire que ses histoires à elle étaient plates. Elle a par la suite cherché à faire compétition avec les récits scabreux de Colalio. Chalfun insiste également qu'elle a seulement voulu connaître Colalio pour qu'il puisse alimenter ses fantasmes, qu'il lui fasse connaître d'autres hommes, devienne son sugar daddy, ou l'amène dans des endroits underground où on a des rapports sexuels à plusieurs. Non. Ce qui est un autre raccourci de pensée un peu étrange. Mais c'est parce que ça... Mais c'est ça, j'allais dire, ça a pas... C'est pas... Je ne vois pas le rapport. Si elle voulait exciter Nick Paccione, là, pourquoi que... Je veux dire, il y en a du monde que c'est leur kink, les faux viols. Pourquoi qu'elle faisait pas écrire des fantasmes par rapport à elle-même? Quand tu vas sortir de prison, tu vas pouvoir rentrer chez nous puis me vacciner contre mon gré. Non, mais pour vrai, je veux dire, tu sais, ça, je comprendrais plus. C'est le fait qu'elle impliquait quelqu'un d'autre là-dedans puis qu'il l'a mis en contact avec quelqu'un qui, effectivement, était en liberté. Qui possédait absolument les moyens de commettre ce qu'elle disait, là. Non, moi aussi, je pense plus qu'on peut dire que je faisais juste semblant puis tout. Il y a plus rien d'imaginaire. Puis comme... Non. C'est ça, moi aussi, je me dis... Mais madame, pourquoi t'as pas décrit comme ce qui pourrait te faire à toi? Oui, c'est ça. Aussi, je tiens à mentionner avoir des désirs sexuels, BDSM, ou vouloir participer à des orgies. Il y a rien de mal. Il y a rien de mal à ça. C'est la vie privée puis la vie publique, c'est deux choses complètement compartimentées. Vous pouvez avoir des désirs BDSM puis avoir une vie très vanille où un n'implique pas l'autre puis t'as pas besoin de devenir ami avec un délinquant sexuel pour vivre tes fantasmes, là. Trouve-toi un partenaire qui est intéressé à vivre les mêmes choses que toi. C'est tout. Ben, l'important, c'est le côté consensuel aussi, c'est ça. Exactement. L'affaire. C'est ça qui est important dans toutes les kinks. L'autre jour, je googlais ça. Je googlais les kinks. C'est très intéressant. Non, mais c'est ça qui est important. C'est peu importe c'est quoi, puis le niveau de comme, tu sais, mettons, de infringement, le fait d'enfreindre les limites et tout, oui. Ben, l'important, c'est la consensualité. Fait que je veux dire, tu peux pas dire je vais vivre mes fantasmes en agressant du monde puis c'est justifié parce que c'est mes fantasmes, ça marche pas, c'est pas non, parce que pas d'accord. Parce que la personne dont elle parle, elle a pas consenti à ce scénario-là. Non, c'est ça. Puis comme justement les gens qui nous écoutent présentement puis qui feraient partie de la communauté BDSM sont probablement en train de pogner les nerfs en faisant comme non, on fait pas ces choses en public. Puis justement, quand on voit des articles de gens qui promènent des gens en laisse à l'épicerie, la communauté BDSM vient toujours dire « We don't claim you » parce que les gens à l'épicerie n'ont pas consenti à voir ça. Puis l'humiliation, c'est un kink. Puis forcer les gens à regarder ça, ça fait partie de leur kink. Puis si les gens n'ont pas consenti à ça, c'est pas correct, on fait pas ça. Ouais. C'est ça le bout que je trouve compliqué, mais je veux pas qu'on vire dans un podcast sur la sexualité, mais c'est ça, tu sais, justement, quand je cherchais des informations sur les kinks, tu sais, dans les kinks les plus communs, il y avait comme le voyeurisme puis l'exhibitionnisme, puis j'étais comme, ouais, mais c'est... Ça me semble que ça inclut justement un côté qui est non consensuel. Comment tu fais pour t'exhibitionner de manière consensuelle devant quelqu'un, c'est plus de l'exhibitionnisme, tu sais? Fait que si quelqu'un veut nous expliquer ça gentiment dans un courriel, faites-le. Mais je sais qu'il y a des gens, des fois, qui font des scénarios où ils se font humilier devant des gens, mais c'est des gens qui ont consenti à ce scénario-là. Ils sont dans une pièce, puis les gens qui regardent, c'est leur kink, le voyeurisme. Ils aiment ça regarder. Oui, c'est ça. Puis comme, c'est correct, tout le monde a consenti à ce qui se passe, puis les gens font ce qu'ils veulent, ils sont dans une pièce, ils vivent leurs choses. Tout le monde est majeur, consentant et vacciné, puis il n'y a aucun problème avec ça. Puis les gens qui font partie de la communauté BDSM qui nous écoutent, on vous respecte à 100%. Puis c'est pour ça que je tiens à faire cette parenthèse-là présentement, là, comme
les gens BDSM vivent assez de stigma comme ça qu'on commence pas à dire « Oh non, mais c'est correct, elle avait des désirs violents, fait que c'est normal qu'elle voulait comme faire agresser des gens de son entourage. » Non, c'est pas normal. Absolument pas. Non. Puis Chalfun, que je trouve que c'est quelque chose qui montre qu'elle avait comme un peu de la misère à faire la différence entre la réalité puis la fantaisie. Elle va dire qu'au moment où elle a rencontré Colalio, elle a été terrorisée, qu'elle se sentait comme Jodie Foster qui va à la rencontre de Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs, et qu'à ce moment-là, elle a compris que son monde de fantaisie était devenu réel et qu'elle a eu peur. Puis, la défense se fait témoigner un psychiatre, Louis Morissette, qui était le psychiatre qui a témoigné pour Jocelyn Hutt. Encore? Ben oui, c'est ça! Oui. Il est souvent appelé par la défense. Celui-ci... Ouais, as-tu témoigné quelque chose de plus pertinent que quand il avait témoigné pour Jocelyn Hutt? Mais... ok, je pense qu'il a perdu sa licence, Louis Morissette, aussi. Maintenant, je pense qu'il peut plus. En tout cas, c'est ça qu'il est rentré dans les mecs comiques. je veux pas le defame, là, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il s'est passé quelque chose avec Louis Morissette. Celui-ci va conclure que Chalfun a bel et bien fait preuve de manque de jugement, de naïveté psychologique et d'une curiosité mal placée en correspondant avec Paccione et Colalio. Ouais. Cependant, dans l'ensemble, Chalfun n'est atteinte d'aucun trouble de santé mentale et n'est pas dangereuse pour la société. Selon le psychiatre, les lettres de Chalfun doivent être prises dans leur contexte, c'est-à-dire en se rappelant que Chalfun se sentait en compétition avec Colalio pour l'attention de Paccione et que celle-ci souffrait d'une importante carence affective depuis son enfance. Et si Chalfun racontait des histoires qui mettaient en scène des gens de son entourage, c'était parce qu'elle n'avait pas d'imagination fertile et parce que Paccione avait un goût marqué pour les jeunes femmes. Je m'en vais te défendre! Accusez-la pas, elle tweet! C'est rien qu'une tweet! Accusez-la pas, elle a juste aucun talent, c'est pas de sa faute. She's a terrible writer, c'est pas de sa faute. She is! Oh, wow! Ok, c'est tout un argument. Mais je veux dire, me semble que ça backfire comme argument parce que, tu sais, elle a dit « Mais ce n'est que de la fantaisie », puis lui il dit « Elle a pas d'imagination », fait clairement c'est pas de la fantaisie, c'est de la réalité qu'elle écrit. Ben, c'est qu'elle prenait la réalité pour écrire de la fantaisie parce que, comme, contrairement à toi, elle n'est pas capable de faire des fully fleshed personnages. Ah, oh merci. Mais moi, je t'ai fait un compliment. Mais ça nous ramène à, au pire, si t'as pas d'idée, dis à Paccione qu'est-ce qu'il pourra te faire quand il va sortir de prison, madame. Parce que t'as clairement l'air de manquer de outlet pour tes fantasmes. Là, on va rentrer par effraction chez le capitaine Jean-Luc Picard du USS Enterprise. Puis là, on va y arracher ses pantalons. Ça serait déjà moins pire. Ben non, mais ça serait beaucoup moins pire. Utilise des personnages de fiction, parce que c'est certain que ça arrivera pas. Fait que là, on va chez Babine. Ah! Mais non, on peut pas dire ça parce que nous, on utilise Babine pour faire référence à la vraie personne. Ouais. On s'en va chez Harry Potter dans sa maison magique. Fait qu'on va prendre le train sur la plateforme de fait 3/4, pis ça serait tout un fantasme, là. Par contre, ah oui, donc, Marlène Chalfun n'avait pas l'imagination fertile et Paccione avait un goût marqué pour les jeunes femmes blanches et elle cherchait à s'adapter à ses goûts. En contre-interrogatoire, Morissette admet toutefois qu'il ignore si pour Paccione et Colalio, les lettres échangées n'étaient qu'un simple jeu d'esprit, mais il leur a pas posé de questions, fait que La couronne ne va pas faire de contre-interrogation et ne va pas produire d'expertise. On sait pas pourquoi, parce que j'ai aucune... Louis Morissette, c'est comme... assez tiré dans le pied comme ça? Ou... J'ai aucune expérience. J'ai jamais étudié pour le barreau ou quoi que ce soit, mais il me semble que les avocats de la couronne y auraient dû la grill sur le fait qu'elle était parfaitement consciente qu'il avait agressé quelqu'un puis qu'elle a pas été à la police. Ouais. Puis je connais pas assez bien la loi, mais est-ce que c'est pas de l'entrave à la justice? Il me semble qu'on a la responsabilité de dire quelque chose quand on sait quelque chose. Ouais. Je pense pas que c'est l'entrave à la justice, je pense que c'est plus la complicité après le fait. Ouais. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'avocats, d'avocates qui nous écoutent présentement. Gênez-vous pas pour nous écrire ce que vous en pensez. Ouais, gênez-vous pas pour nous dire c'est qui gagne, c'est-tu moi ou c'est Audrey?
Sûrement toi. Au concours trivia des connaissances du barreau. Du barreau. Trivia Night t'aime le barreau. C'est pas inutile, c'est inutile pour nous. Oh! Puis, en novembre 2003, le verdict tombe. Catherine, tu veux-tu deviner? Ouais, je sais. Non, je veux pas, parce que je l'ai lu sur Google tantôt en cherchant la photo de Marlène Chalfon, pis c'est pour ça que je pogne les nerfs. Marlène Chalfon est acquittée d'avoir comploté pour faire agresser une femme de son entourage. Chalfon est libre. Fait que c'est pour ça que les soupers de Noël vont être awkward par la suite, parce qu'elle est acquittée. Chalfon est libre. Sacrement. Mais elle perd tout de même son emploi parce que la relation qu'elle entretenait avec Pachonnet, elle est à l'encontre de l'éthique pour une agente correctionnelle. Moi, je pense que ça va à l'encontre de l'éthique pour comme la population en général, mais surtout le monde dans le service correctionnel. L'humanité. Je trouve qu'éthiquement, c'est très louche, cette correspondance-là. Partie 6, on achève, inquiétez-vous pas. Un semblant de justice. En 2006, c'est à Colalio de subir son procès pour les agressions et meurtres de Jessica Grimard, Christine Speech et Annalisa Cefali. Le 11 janvier, le procès débute et est aussitôt suspendu parce que Colalio est retrouvé inconscient dans sa cellule de l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital Santa Cabrini de Montréal. Si on ignore la cause... C'est ça ta justice, ça? C'est qu'il est mort? C'est pour ça que j'ai dit un semblant de justice. C'est très semblant, ça. Ouais, mais j'ai un témoignage des parents de Jessica Grimard. OK. Si on ignore la cause exacte de son décès, il s'agirait vraisemblablement d'un suicide par ingestion d'une importante quantité de pilules qu'il aurait dérobées à l'infirmerie de l'établissement carcéral. Non. Si le public est sous le choc, Yves et Dominique Grimard, soit le père et la sœur de Jessica Grimard, la dernière victime de Colalio, s'avouent soulagés. Yves était celui qui avait découvert le corps de sa fille et il souffrait encore de stress post-traumatique. Aux médias, il avoue qu'avec l'acquittement de Chalfon, il craignait que Colalio aussi échappe à la justice. Dominique Grimard, elle, admet qu'elle est heureuse de ne pas avoir à revivre le calvaire de sa sœur en entendant Colalio témoigner pendant le procès. C'est les personnes concernées, je vais pas juger leur manière de trouver leur paix. Il ne reste plus que Nick Pachonnet. En 2010, il plaide coupable à des accusations d'avoir incité Colalio à poursuivre ses crimes via une relation épistolaire entre mai et septembre 2002. Il a également plaidé coupable d'avoir rédigé des menaces à l'endroit d'une procureure de la Couronne dans ces mêmes lettres. Puis en 2012, devant le juge Pierre Labelle, Pachonnet admet qu'il demeure un risque extraordinairement grand pour la société et pour les femmes en particulier. Il dit s'être fait à l'idée qu'il ne sortirait probablement jamais de prison et tient à spécifier qu'il ne cherche pas à s'attirer la sympathie du juge. Du fond de sa prison, il poursuit des aspirations pour devenir écrivain et fait des études. Il dit s'intéresser à la politique, à la société et à la justice sociale. Malgré son comportement, il dit être en accord avec les féministes qui dénoncent l'utilisation de la femme comme objet au service des hommes. Il reconnaît par le fait même le mal qu'il le fait à ses victimes. Il dit que si un jour il sort de prison, il veut être interné à l'Institut Philippe Pinel pour y être traité. Il profite également de sa tribune pour envoyer un message aux hommes qui, comme lui, combattent une dépendance, peu importe sa nature. Il implore les délinquants d'aller chercher de l'aide parce que c'est comme ça qu'on sauve des victimes. Le 21 septembre 2012, Pachonnet écope d'une nouvelle peine d'emprisonnement de 20 ans pour avoir incité Colalio à violer et à tuer. Et c'est comme ça que notre histoire se termine. Marlène Chalfon a disparu des médias et, comme on le fait ici à Un peu de crime, quand on ne trouve plus les gens, on les laisse tranquilles. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais voilà, c'est tout ce qui reste. T'as l'air choquette. Je suis choquette. Puis je voudrais juste dire que moi, je ne suis pas croyante dans la vie. Mais j'espère qu'il y a a very special place in hell pour les criminels qui se suicident en prison avant d'avoir eu leur procès ou leur jugement. Ouais, c'est ce que... Je trouve ça d'une lâcheté et d'une dégueulasserie sans nom. T'as fait souffrir du monde, c'est à ton tour de souffrir. C'est ça, la justice, ce n'est pas d'arrêter les procédures. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à la famille de... comment elle s'appelait? Stéphanie Grimard?
Jessica Grimard, j'avais pas en tout le bon prénom. Mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire par rapport à comme aller chercher la paix. Là, on avait parlé aussi pour le cas de, justement, Gilles Pin-Paré puis les monstres du pont Jean-Cartier, là. Mais, franchement, là... Non, c'est... Mais au début, ils se sont demandé si c'était la justice en prison, si c'était d'autres prisonniers qui l'avaient tué, vu qu'il a agressé des enfants. Mais non, ça serait... Il n'y avait pas de marque de violence sur son corps, donc il se serait vraisemblablement suicidé avec des pilules. Mais, en effet, les familles... Dans le podcast d'Isabelle Richer, on entend les familles témoigner, puis on sent que c'est très bittersweet comme conclusion, surtout pour Kristen Speech puis Annalisa Sefali, que les familles ont dû vivre un nouveau deuil. Oui. Surtout pour Kristen Speech, où on pensait que c'était un accident, puis il essaie de faire la paix avec l'idée que c'est un accident, mais on espère qu'elle est morte rapidement, mais finalement, t'apprends que non, que ses dernières heures ont été horribles. C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est. Puis c'est ça, Colalio, j'imagine qu'il savait que cette fois-là, la justice ne le laisserait pas passer. Non, c'est ça. Oh, je trouve ça dégueulasse. Bon. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être qu'on parle du Cannibal Cop. Tu peux parler du Cannibal Cop ou je peux parler de mon expérience personnelle? Vas-y, parle de ton expérience personnelle. C'est plus pertinent que le Cannibal Cop. Trigger warning pour les gens qui écoutent encore. Puis si mes parents pouvaient arrêter d'écouter aussi, ce serait comme vraiment le fun. Il y a quelques années, j'ai reçu des menaces d'agression sexuelle et physique. Pas par rapport au podcast, inquiétez-vous pas, c'était une autre situation complètement unrelated. J'étais terrifiée pendant au moins 1 mois. Au moins, la personne savait pas où est-ce que je vivais, mais elle savait où est-ce que je travaillais. Puis j'ai contacté mes patrons à l'époque qui ont mis en place des mesures pour me protéger, puis pour protéger l'autre personne qui était concernée par ces menaces-là. J'ai dû parler avec la police. Ouais. C'était terrifiant. J'allais travailler à tous les jours, puis moi puis l'autre personne concernée par les menaces, on regardait sans arrêt les portes d'entrée de notre travail. Ouais. On marchait ensemble pour aller au métro tellement on avait peur. Fait que de dire comme non, c'était juste des paroles, c'est juste comme un output, c'est juste mettre ça dans des mots pour vivre ta violence sur la page et non dans la vie. Il y a des conséquences réelles, c'est-à-dire de créer une terreur chez ta victime potentielle. Oui. Je me doutais que la personne voulait pas passer à l'acte, mais c'était terrifiant pareil de me dire que cette personne-là savait quand même une partie de où est-ce que je pouvais me trouver à différentes journées de la semaine. J'ai regardé par-dessus mon épaule vraiment longtemps, puis honnêtement, j'ai encore de la misère à être toute seule dans le métro. Mm-hmm. C'est traumatisant, puis que les avocats de la défense ils soient comme « Ah non, c'était juste des mots, c'est pas si grave que ça. » Non, c'est extrêmement grave. Mm-hmm. Ça t'enlève une qualité de vie importante, puis ça crée des dommages psychologiques super importants. Puis Marlène Chalfoun, elle a pas donné l'adresse de la personne, mais elle a quand même donné des indices, puis on parle du début de l'Internet. Il y avait des possibilités de trouver les gens sur Internet à cette époque-là. Ouais. Moi, non, je trouve ça inexcusable. Ce qu'elle a fait, c'est inexcusable. Surtout avec des gens qui avaient le potentiel de passer à l'acte. Colalio était en liberté, Colalio avait agressé, tué des femmes. Ouais. Il était plus que partant pour le faire. Ouais. Ça n'avait pas été... En fait, la raison pour laquelle ils sont pas passés à l'acte, c'est parce que Marlène Chalfoun en avait parlé à quelqu'un de son entourage. Puis quand que Paccione l'a su, il a dit qu'il passerait pas à l'acte parce que là, trop de personnes étaient au courant. Fait elle en a quand même parlé à une vraie personne aussi, là. Ça a débordé les lettres à un moment donné, là. Fait que, non, moi, je suis pas d'accord du tout, puis je trouve que c'est parce que la couronne n'a honnêtement pas fait son travail. J'ai l'impression que c'est parce que c'était une employée des services correctionnels, puis ils ont essayé d'étouffer l'affaire pour pas avoir l'air trop... pas trop se faire grill par la place publique, mais c'est juste des suppositions, puis il y a un peu de crime, on évite les suppositions autant que possible, mais en tout cas, je suis pas d'accord avec le travail de la couronne de pas avoir plus questionné Marlène Chalfoun sur ce qu'elle savait, puis pourquoi qu'elle n'est pas allée voir la police. Ouais.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis oui, je trouve que c'est extrêmement grave. Puis justement, faut pas prendre ça à la légère parce que l'autre affaire qu'on ne sait pas, c'est à partir de quel moment ça va escalate et que ça va passer dans le réel. C'est Parce ça. que même si Paccione a dit on le fait pas, mais Colalio, il y a rien qui l'empêchait de continuer par lui-même, là. Oui, c'est ça. On peut pas savoir ça, puis c'est pour ça que justement on peut pas prendre ça à la légère, puis c'est pour ça que c'est un crime, même si on dit que c'était un crime de fantaisie ou je sais pas quoi là. Moi je trouve ça, en tout cas, je trouve ça inquiétant et dangereux, puis moi je l'aurais trouvé coupable. Puis qu'est-ce que tu voulais dire sur le Cannibal Cop? Cannibal Cop! Ok, laissez-moi vous parler du Cannibal Cop. À un moment donné, aux États-Unis, attends, on va checker la page Wikipédia, je l'avais ouvert il y a 2 secondes pour avoir les dates. C'était dans les années 2010. Ouais, les jugements ont eu lieu en 2014 puis en 2015. C'était un policier aux États-Unis qui écrivait des fantasmes sur des forums en ligne où est-ce que lui, il fantasmait de kidnapper, agresser, tuer et manger des femmes. Et éventuellement, ben, ça s'est ramassé en cours, puis il a été trouvé coupable par un jury de complot pour faire toutes ces affaires-là. Mais là, son cas a été porté à la cour d'appel et la cour d'appel a renversé le verdict sous prétexte que ce n'étaient pas des vrais crimes, c'était des crimes de pensée. Mais encore là, la question qui se pose, c'est à partir de quand ton fantasme de comme... tu sais, quand tu fais des plans de plus en plus précis avec des détails et tout, c'était pour ça qu'il avait été condamné, là, c'est parce que les fantasmes qu'il écrivait sur des forums, il y avait, tu sais, des personnes qui étaient visées, puis il expliquait comment il allait procéder pour faire ces affaires-là. C'est tellement détaillé qu'on peut pas savoir à quel moment on passerait à l'acte, là. Il y aurait une claire possibilité, comme dans le cas de Marlène Chalfon puis Colalio, là, de passer à l'acte pour vrai, parce qu'il y a un plan qui est flashed out. Tu sais? Fait qu'il avait été trouvé coupable, mais la cour d'appel a dit non, on peut pas vraiment dire qu'il est coupable de ça parce qu'en fait, c'est juste des crimes qu'il a fait en pensée. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à dire pour les crimes faits en pensée. C'est quand même épouvantable. Fait que c'est ça. Pour cette raison-là, ben moi, je l'aurais trouvé coupable. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais ça devenir juge. Isabelle Richer était pas d'accord. Elle disait que elle était d'accord avec le jugement. Elle disait techniquement, elle n'a pas commis crime, mais en tant que personne qui a reçu des menaces de viol, non, coupable. Inacceptable. Non, inacceptable, effectivement. Sa pauvre cousine. Peut-être pas 20 ans en prison, là, mais comme, va réfléchir. Mais va réfléchir c'est aussi pour établir un précédent, tu sais. Moi, je trouve que ça aurait été important, là, justement, d'établir un précédent que quand tu corresponds avec des prisonniers, là, tu peux pas, comme, les inciter, même en pensée, à, comme, planifier d'autres crimes. Voyons donc, il me semble que ça devrait être criminel en soi. Pour ça, je comprends pas pourquoi ils lisent pas leurs lettres. Voilà, c'est tout. On revient à ce que je disais au début de l'épisode. Fait que c'est ça que je voulais dire avec le Cannibal Cop. Moi, je trouve que c'est un crime pareil. Ouais, définitivement. Bon, ben, c'est tout. On a-tu d'autres choses à dire pour se remonter le moral? On va faire ça avec les 2 minutes de stats. Non, on peut faire le outro, là. Ah, ok, parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde. On espère que vous n'avez pas été trop déprimés par cette histoire vraiment déprimante. Si oui, on va vous promettre qu'à partir de maintenant, ça va être plus hop la vie, notre affaire. C'est pas une vraie promesse, mais en tout cas. On fait de notre possible. On parle quand même de crime. Alors, je promets que mon prochain crime, on va pouvoir rire. Mon prochain cas, on va pouvoir rire en masse. Yay! C'est super, ça! Donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous invite à nous laisser une évaluation. Cette fois-ci, je vais dire de 5 étoiles sur Apple Podcast. Yay! Aussi nous évaluer sur Spotify, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est sur Facebook à Un peu de crime et sur Instagram à Un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi une boutique Etsy. Le lien est sur notre page Facebook et sur Instagram aussi. Ainsi qu'un nouveau Patreon! Pipiou, 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 pipiou. Patreon, pour les intimes, est une plateforme de patronage des arts où vous pouvez donner, sous la forme d'un abonnement, un soutien financier à des projets, différents projets artistiques. Il y a beaucoup de podcasts, mais il y a plein d'autres sortes de projets aussi, de la musique, des artistes en art visuel et tout. Est-ce que vous recevez en échange de votre soutien financier mensuel? C'est une contrepartie. Nous avons 4 paliers différents. Audrey, est-ce que tu veux les nommer? Yes, sir. Alors, pour 3$, vous avez le petit espresso qui vous donne un shout-out en ondes. Pour 5$, vous avez le bon vieux café filtre qui vous donne un shout-out en ondes, accès à notre Discord où on a beaucoup de plaisir. Pour 10$, vous avez
le Fancy Flat White, qui vous donne tout ça, en plus d'avoir accès aux épisodes un jour à l'avance et d'avoir accès au contenu bonus 4 fois par année. Et aussi, parfois, on vous poste d'autres choses, comme l'autre jour, vous avez eu accès au contenu bonus de la vie secrète des geekettes, auquel on a participé il y a quelques semaines. Ah! Et pour 15 $, là, vous vous gâtez en dress. Vous avez tout ça, en plus d'avoir un paquet de 3 autocollants exclusifs désignés par moi. Et 10% de rabais sur notre boutique Etsy pour mettre un peu de crime dans votre garde-robe. Yay! Et maintenant, nous allons procéder. Catherine, si tu es prête au shout-out des nouveaux Patreons? Non, je suis pas prête! Oh non! Est-ce que je peux l'organiser? J'avais la page du Cannibal Cup ouverte sur mon téléphone, mais pas celle de la liste de nos patrons. Yeah! Bravo, moi! Ok, attends. Ok, je suis là. Ah oui, t'es là. Oui. Alors, merci Olivier Hamilton. Rachel Huard. Merci Annabelle Roger Gravel. Oh, Troquette Attitude. I like it. Merci Mélissa Bérère. Merci Christelle Ouimet. Merci Mégane. Merci Jade. Merci Mélodie Bibot. Merci Émilie. Merci Marie CG. Kage. Et merci, merci Jasmine Auclair. Merci beaucoup. Merci. Yeah. Et on a un petit shout-out spécial aussi pour une auditrice qui nous a écrit que ça serait son anniversaire le 1er avril. Malheureusement, on n'aura pas d'épisode le 1er avril, mais on te fait quand même un joyeux anniversaire en nom de Samuel, qui, je crois, est notre plus jeune auditrice. Elle va avoir 14 ans. Yay. Alors, bonne fête! Samuel, on espère que tu vas passer une super journée de fête avec ta famille et tes amis. On espère que tu aimes les épisodes. Je m'excuse que cet épisode était vraiment terrible pour te souhaiter bonne fête. Je sais que tu nous avais demandé un épisode de correction. Malheureusement, on n'a pas pu en faire un. On espère que tu vas nous pardonner, mais on te jure qu'il va en avoir un. Parce qu'on se trompe tout le temps parce qu'on est de même. Oh, nous sommes humaines. Ben oui, bonne fête, Samuel. Joyeux anniversaire, bébé princesse. C'est quoi les autres paroles? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Voilà. Ah, ça, c'était bon. On l'a eu. Voilà. Alors, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Oui. Et si vous voulez vous changer un petit peu les idées, Oh yes. on va se rendre à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour les 2 minutes de... Ça s'appelle pas Saint-Vincent-de-Paul? Ça s'appelle juste Saint-Vincent? Non. Non. OK, j'ai inventé un nom. Saint-Vincent-de-Paul est une vraie affaire. Saint-Vincent. Ok, excusez. Ouais, hein? Stade. OK. On s'en va à Saint-Vincent. Stade! Ah, Docteur Audrey. Docteur Catherine, que se passe-t-il? J'ai une histoire très très Mambo number 5 pour toi. Oh, attends, on va aller dans le placard à supply. Oh yes, on va aller frencher les toilettes dans le District 31, mais là c'est littéralement ça qui arrive. Ah! Non, ok, je vais te conter Luc une Dion, histoire. you coward! On aurait aimé ça! En tout cas, mais faut que je te conte une histoire pas mal scabreuse. Je sais pas si... Oh là 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 là, je vais mettre de l'eau froide dans mon clean canteen. Alors, c'est l'histoire de notre docteur Lou Béga national, Jacob Faubert. Oh, avec ses beaux cheveux. Ouais, bonjour madame, c'est moi qui va te soigner aujourd'hui dans les urgences. Yes, voilà. sir. C'est mon imitation de Lou Béga, obligatoire. Donc, elle est parfaite. Le beau docteur Faubert. Un soir, il y a une date. Oh! Avec une fille qui s'appelle Jade. Oh! Puis là, il la ramène chez eux à la fin de la soirée. Puis il se dit, tu veux-tu du vin? Puis elle dit, oui, je veux du vin, mais je veux d'autres choses. Puis il dit, oh, wow, 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 oh, wow, wow, wow. Puis là... I'm not that kind of girl. Oui, c'est ça qu'il répond. Mais après ça, il commence à chanter Mambo number 5. Mais juste avec Jade. A little bit of Jade in my life, a little bit of Jade by my side. Puis là, voilà. Fait que là, ça vous laisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé toute la nuit, toute la vie, comme dirait Marc Labrèche. Donc,
Le lendemain matin... Le cœur à le toi, tu le donnes à le moi. Le cœur à le moi, je le donne à le toi. Let's dance! Let's dance! Toute la nuit, toute la vie. Alors, le lendemain matin, Dr. Faubert, professionnel comme jamais, même s'il a passé toute une nuit de poune, il se pointe aux urgences pour le travail. Yes, sir. OK? Dédié. Puis là, il commence sa journée, puis il est comme, ouf, j'ai le pin échauffé. Non. Il dit pas ça. Mais il commence sa journée de travail. Quand tout à coup arrive, Jade, aux urgences. She's back for more. She's back for more. Puis là, il est comme, allô? Puis elle est comme, allô, j'ai mal à la tête. Fait que là, il l'amène dans une pièce. Puis après ça, il va voir Suzanne Clément. Puis il est comme, Suzanne Clément, j'ai fait du poune avec la madame qui est dans la salle numéro 1. Est-ce que tu pourrais aller l'inspecter? Non, c'est pas ça. L'évaluer, whatever. Ce qui est comme, parce que là, je me sens... Faire son anamnèse. Ouais, parce que je me sentirais mal à l'aise d'aller faire ça. Me semble que c'est... Même si j'ai joué avec ses boules hier. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je suis pas la bonne personne pour faire ce travail d'urgentologue. Fait que là, Suzanne Clément est comme... Ho, ho, ho! Ah, comme faut bien... Casanova va! Non! Fait que là, elle va évaluer la madame. Fait que là, la madame est en Jade. Puis là, Jade a dit, j'ai mal à la tête. Puis là, Suzanne Clément a dit, ah, ben là, ça fait combien de temps que t'as mal à la tête? Puis l'autre a dit, ah, ben c'était comme depuis cette nuit. Puis là, Suzanne Clément, il demande, puis qu'est-ce que tu faisais cette nuit? Puis Jade, il répond, je faisais du pool. Le mambo number 5. OK, parfait. C'est ça a parti pendant que je faisais du pool. C'est comme, ah, OK, parfait. Fait que là, il dit, bon, on va pas, tu sais, garder sous observation, voir comment... Puis là, elle a de plus en plus mal à la tête. Puis là, ça va vraiment pas bien. Oh non! Puis là, finalement, il l'envoie passer un MRI. Puis là, il découvre que Jacob Faubert, il l'a poune tellement fort qu'il a fait une rupture d'anévrisme. Bang! Ça fesse! Hey! Marlène Chalfoun, elle l'aurait aimé, Jacob. Oh yeah! Mais c'était comme une rupture d'anévrisme totalement consensuelle. Yes. 2 fois plutôt qu'une qui nous spécifie dans l'émission. Comme si c'était vraiment comme tout un feast. C'était stat, là. C'était pas un épisode de Sex Sent Me to the ER. Non, c'est vrai. Mais tu sais, il était comme, en tout cas, on a fait l'amour 2 fois. Puis je suis comme, il aurait pu crank it up. S'il voulait nous impressionner 5 fois, 6 fois. C'est ça, j'étais comme 2 fois. C'est une fois le soir, 2 fois, le matin, monsieur. 2 fois. Fait que c'est ça, il l'a poune tellement fort qu'elle a fait une rupture d'anévrisme. Oh yeah. Fait qu'il surveille ça. Puis là, pendant ce temps-là, il y a Sophia Fugueuse, qui est la petite infirmière qui doit s'occuper d'elle. Puis là, Jacob va la voir, puis il est comme, bonjour Sophia, je sais qu'on a couché ensemble dans genre l'épisode 2 de l'émission, puis plus jamais depuis, mais en tout cas, la madame, dans la salle numéro je sais pas quoi, elle a fait une rupture d'anévrisme parce qu'on a fait du poune. Je veux pas que ça affecte la manière dont tu la traites. Puis là, Sophia est comme, non, je vais être vraiment très chill! Mais on entend tout dans sa voix que c'est pas vrai partout. Ouais. Puis quand il pitch un bolus par la tête. Ouais, c'est ça. Quand il fait des fuck you en s'en allant d'un passage. Je suis pitcher 50 cc de bolus par la tête. Fait que, non, c'est ça, elle est le contraire de chill, elle est comme... Puis t'es-tu accidentellement étranglée? Pardon! En te mettant ton intraveineuse? Elle est un parfait stéréotype d'une jeune femme qui est comme, ouais, on peut juste coucher ensemble, je m'engagerai pas, tu sais, ça nous engage à rien, je développerai pas de sentiments, puis là, 15 minutes après, elle est comme, je peux te rencontrer ta mère? C'est ça, elle est ce stéréotype-là, Sophia. C'est bien le fun, écoute. Fugueuse. Fugueuse. Écoute, tout un personnage, on va consacrer un épisode à elle. Fait que c'est ça, finalement. Le fin mot de l'histoire, qui est quand même hashtag la romance, c'est que Jacob Faubert, le playboy invétéré qui donne des anévrismes à toutes les belles femmes de Montréal, ben, il a continué de sortir avec Jade après! Ben là, c'est comme, I feel bad. T'as failli mourir à cause de mon dit. Mais non, mais c'est-tu pas assez de l'amour, ça? C'est donc ben beau! Ça prouve que l'amour existe encore. L'amour existe encore. Car je fais un anévrisme à cause de ton pin. Alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Voilà. Fait que c'est ça qui était beau dans Stat. Wow. C'était quand même beau, hein? Wow. Le Diane est comme, j'ai jamais pensé à celle-là.
Mais moi, je trouve que l'affaire de Sophia, là, qui est comme « Ouais, je suis totalement chill avec toi, Jacob, et toutes les femmes avec qui tu couches et tout », c'est exactement comme le 180 que toutes les femmes dans District 31 faisaient à la seconde où est-ce qu'il y avait un chum, il était comme super possessive, super jalouse, puis avant, c'était comme « Je suis une strong, independent woman, je n'ai pas besoin d'hommes. » Et maintenant, j'ai besoin des bobettes à poupou! C'est donc ben poche! Je trouve ça vraiment poche! C'est décevant parce que comme c'est une femme queer qui écrit stat, fait qu'on se serait attendu à un petit peu mieux de ça. Ouais, je me serais attendue à quelque chose d'un peu plus original. Mais je veux dire, peut-être qu'elle a décidé que Sophia, ça allait être genre le bouc émissaire de l'émission parce que comme tout le monde haït ce personnage-là, on dirait. Ouais. Puis comme elle incarne à peu près toutes les affaires qui fonctionnent pas pantoute dans stat. C'est comme... OK. Puis pourquoi qu'elle est dans toutes les hosties de meetings avec les docteurs à la place d'Audrey? Et c'est juste une infirmière, c'est même pas la chef infirmière. Pourquoi qu'elle est là? En tout cas, je comprends rien. Je comprends rien ce qui se passe dans le stat, mais ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, Dr. Audrey. Yes, sir! Je vais aller soigner une autre femme qui a fait une rupture d'anévrisme après avoir couché avec Dr. Faubert. Bye. Hey, il y a des armes de destruction massive dans ses pantalons. Oh yeah! Yeah! Bon ben, sur cette note sexy, on va se laisser. Oh yeah! Parce qu'il y a une file d'attente pour l'armoire à supply. Pour Frencher dans l'armoire à supply? Oh. Ouais, Manu puis Marco, ils ont besoin d'espace. Alright. Alright. Stat! Stat!